Bonjour à tout le monde. Je suis très heureux de participer à ce moment avec vous et je suis très heureux aussi de partager la présentation avec Valérie et Charlotte que je connais bien. Donc je ne suis pas très galant parce que c'est moi qui vais introduire, je dirais, la présentation un peu d'historique de ce que l'on fait depuis 20 ans. Et je suis très heureux de partager ça avec vous puisque c'est ce qu'on fait entre les professionnels de la santé, les rhumatologues, les médecins, les paramédicaux, mais surtout vous, les patients, pour vous démontrer qu'en 20 ans, on a fait beaucoup de choses. Guy vous a donné une présentation évidemment très exhaustive de ce que Claire a fait. Donc merci à Claire d'avoir tenu le coup pendant 20 ans. Et 20 ans, c'est un bel âge. Donc 20 ans, c'est merveilleux. Et je vais vous expliquer un petit peu ce qui était la réalité il y a 20 ans. Puis Valérie va vous expliquer la réalité il y a 10 ans. Et Charlotte va vous expliquer la réalité de maintenant. Et donc je pense qu'on sera dans un continuum très intéressant de démontrer par A plus B plus C les grands progrès qu'on a faits et des progrès qui sont évidemment directement destinés à vous, patients. Alors je ne sais pas si la diapositive passe. Donc on est toujours ensemble, c'est clair, 20 ans. Oui, donc ça on sait. Et donc on a pris un peu le même canevas pour revoir évidemment différents points qui sont notre quotidien en termes de prise en charge, de traitement, de perspective. Je pense que tout ça est quelque chose de très important à explorer ensemble. Et donc, vous voyez qu'il y a le vétéran et les deux jeunes rhumatologues à côté de moi. Donc c'est comme ça qu'on a fait le canevas. Et on va reprendre différents petits thèmes qui sont, je dirais, les patients, les rhumatologues, la rhumatologie, la consultation, l'hospitalisation, le diagnostic, l'évaluation des malades, les traitements, les objectifs, les complications. Et aussi quelque chose de très important qui est aussi la prise en charge pluridisciplinaire. Donc ça, je pense que c'est un point aussi essentiel par rapport à nos évolutions. Donc je ne vais pas dire qu'il y a 20 ans, on venait avec ces diapositives, c'était un peu plus simple. Donc il y avait soit les transparents, et on écrivait comme ça, ou alors il y avait des diapositives, et je me souviendrai toujours de ma première présentation à une réunion de médecine générale, et j'avais mis toutes mes diapositives bien en ordre pour que ce soit bien présenté. Et puis vous savez que c'est un rack là comme ça qui tourne, et j'avais mis toutes les diapositives, puis à un moment donné, ce rack s'est coincé, toutes les diapositives ont explosé, et j'étais incapable évidemment de les remettre à l'ordre, donc j'ai dû faire a cappella pendant 30 minutes, c'était un peu la honte vis-à-vis du médecin généraliste, mais c'est comme ça que j'ai débuté ma carrière vis-à-vis des médecins généralistes. Donc je vous disais, ça c'est un peu le fil conducteur par rapport à ce qu'on voulait discuter avec vous, des différents points. Bon, évidemment, vous aurez des informations sur l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle va tout résoudre dans nos vies de tous les jours. Il suffira de demander à l'intelligence artificielle de connecter tout. Voilà. Donc, je suis un garçon optimiste, je pense que ça va marcher. Donc voilà le menu, je l'ai déjà défini. Valérie, tu peux passer la suivante. Et donc, il y a 20 ans... les rhumatismes inflammatoires, ce n'était pas vraiment, je dirais, facile parce qu'il y avait beaucoup de problèmes et qu'il y avait des maladies extrêmement chroniques et évolutives. Donc, je ne vais pas parler de la polyarthrite qu'on appelait avant la goutte asthénique primitive. Ça, c'était le premier terme il y a 100 ans de la polyarthrite, mais on parlait d'une maladie comme la polyarthrite, comme une polyarthrite chronique évolutive. Et donc, les deux termes, c'était évidemment un peu affligeant pour les patients parce que d'emblée, c'était chronique. Et puis en plus, c'était évolutif. Donc pour le malade, ça avait des perspectives extrêmement négatives, avec des déformations, des dommages irréversibles, un handicap fonctionnel, et aussi des complications liées à des traitements qui étaient aussi évidemment pas très standardisés, dont la cortisone, qui était la première évolution. Donc prix Nobel en 1952, c'est la cortisone, mais la cortisone, vous savez tous que c'est évidemment quelque chose de... efficace, mais malheureusement, je dirais mal toléré. Puis il y a la deuxième révolution qui est le méthotrexate. Et si on prend la dia suivante, au niveau des patients, on était devant une situation où il y avait beaucoup d'inflammation, il y avait beaucoup de déformations, donc il y avait beaucoup de douleurs, d'handicaps, de perte de qualité de vie, et c'était souvent irréversible. Et on devait discuter
de ce qu'on pouvait faire, mais aussi parfois de ce qu'on ne savait pas faire, parce que malheureusement, les traitements étaient difficiles, les malades venaient souvent dans des formes chroniques et on avait un manque de solutions. Et d'emblée, on a aussi bien, je dirais, interagi avec les associations de patients, parce que c'était évidemment quelque chose de très important, parfois de démontrer qu'une maladie qui n'était pas visible avait évidemment des conséquences très importantes sur le plan, je dirais, de la société. Et les associations de patients jouent un rôle important, c'est aussi de rassembler les malades pour discuter ensemble des solutions et des progrès qu'on devait faire. Dia suivante. Et donc, on était déjà très peu nombreux. Donc la rhumatologie n'était pas la spécialité la plus sexy. Je suis content qu'évidemment, il y a beaucoup maintenant de jeunes qui s'intéressent à la rhumatologie, parce que la rhumatologie était un peu perçue comme la spécialité où on s'occupait d'arthrose, de douleurs et de choses pour lesquelles on n'avait pas beaucoup de moyens, je dirais, thérapeutiques. Et donc l'évolution a été faite par le fait qu'on a mieux compris ce que c'était qu'une maladie inflammatoire, par aussi évidemment une éducation en immunologie. On a compris pourquoi le système immunitaire était autoréactif chez certains patients. Et donc notre formation en médecine interne nous a beaucoup aidé, parce que ça a permis de rendre la rhumatologie moderne. Mais à l'époque, il y avait encore pas mal de rhumatologues qui étaient formés en médecine physique et donc qui s'occupaient surtout de douleurs et de revalidation. Alors la bonne nouvelle pour moi, c'est que j'ai connu et j'ai rencontré énormément de jeunes filles. Donc j'ai connu dans ma carrière beaucoup de jeunes filles en formation, et ça a tout à fait changé un peu l'approche, parce que on est genré un peu, mais donc au niveau de l'approche de la rhumatologie, avoir de nombreux rhumatologues féminins, ça a permis aussi vraiment d'avoir un aspect aussi différent. Alors les services universitaires étaient pas très développés en rhumatologie. Il y avait des services des universités où il n'y avait que de la médecine interne et de l'orthopédie, il n'y avait pas vraiment de la rhumatologie, et donc ça a commencé à se développer. Et là, je pense qu'on doit aussi remercier nos collègues néerlandophones, puisque à Gand et à la KU Leuven, ils ont fait beaucoup de progrès, de recherche. Et nous, université francophone, on a pris évidemment aussi, je dirais, le train en marche, et on a beaucoup développé des programmes de recherche, de l'éducation, des thèses. Alors, il y a 20 ans, on travaillait souvent seul, donc on était devant vous et on travaillait tout seul en prenant en charge évidemment chaque problème différent. Les rendez-vous se faisaient à la carte, donc on n'avait pas vraiment, je dirais, de trajet de soins, de programme de soins. Donc on donnait des rendez-vous et les gens venaient quand ils souhaitaient venir au rendez-vous, et souvent ils venaient même quand il y avait des complications et des urgences. Donc parfois il y a des patients qu'on ne voyait qu'une fois par an ou en cas de nécessité. Alors, ce qui nous a aidé, ça, je pense qu'on va en parler, il n'y avait pas d'infirmier coordinatrice ni d'équipe pluridisciplinaire, on travaillait tout seul. Et on était, je dirais, confronté avec un malade qui devait évidemment organiser sa prise en charge de manière un peu globale. Alors, j'ai connu ça, c'est une certaine difficulté, c'est que parfois le malade était tellement malade et déformé qui n'avait plus un suivi qu'en orthopédie. Donc, il voyait le chirurgien orthopédique pour remplacer les articulations et lui donner des soins, ce qui était évidemment une vision un peu, je dirais, négative et très péjorative de l'affection. Et certains orthopédistes me disaient, vous savez, ce patient il est devenu au stade chirurgical. Je dis, le patient est devenu au stade chirurgical, ça, pour moi, ça n'avait pas beaucoup de sens. Et la suivante. Et donc, on avait des hospitalisations où les patients... il y avait plus de lits, il y avait plus de patients hospitalisés, parce que comme les traitements étaient évidemment plus difficiles, ils restaient là pour des mises au point et pour des poussées inflammatoires, parfois des séjours longs selon la sévérité et les complications. Donc parfois on hospitalisait pour essayer de faire en sorte que la maladie soit moins inflammatoire. On a commencé à développer un peu de la revalidation. Et alors il y avait tout un versant qui heureusement a bien évolué, c'est qu'il y a 20 ans, il y avait beaucoup plus besoin de soutien social. Parce qu'on sait que 50% des gens n'arrivaient plus à travailler, qu'il y avait aussi parfois un handicap extrêmement sévère, un isolement, et qu'il fallait subvenir à ces problèmes sociaux et ces problèmes évidemment de prise en charge de malades très chroniques et très invalidés. Et pour vous donner un exemple, parfois on remplissait aussi des documents pour justifier que le malade était encore capable de conduire une automobile, chose qu'on fait de moins en moins maintenant, parce qu'on essaie évidemment que vous soyez parfaitement en bonne santé. Alors le diagnostic, c'était aussi beaucoup plus évasif. On voyait le malade dans une forme chronique, il y avait très peu de diagnostics précoces.
On expliquait très peu la maladie, donc les patients n'étaient pas très informés. Mais on a commencé à faire des brochures. Et donc ça, c'est aussi un élan important du travail ensemble avec vous. C'est qu'on a fait avec les associations de patients des brochures d'information qui permettaient aussi d'expliquer de manière générale et qui étaient un relais évidemment d'information important pour démontrer que la polyarthrite, la sclérodermie ou le lupus, ça se présentait comme ça et quelles étaient les solutions. Alors, les critères de diagnostic étaient peu sensibles et peu élaborés. On avait souvent des critères assez larges. Et les malades avaient parfois une errance diagnostique parce que le médecin généraliste ne connaissait pas non plus très bien la polyarthrite. Il allait en médecine générale, puis parfois en médecine interne, parfois en orthopédie. Donc il y avait, je dirais, un délai de prise en charge qui était assez décevant. Et alors, la révolution, ça mes deux jeunes collègues vont vous le montrer, c'est qu'il y avait des outils diagnostiques qui étaient très limités à l'époque. On ne connaissait pas, par exemple, il y a 20 ans, les anticorps antipeptides citrulinés, donc ça ne se faisait pas en routine, et vous savez que c'est un anticorps très spécifique de la polyarthrite et très utile. Il n'y avait pas non plus d'imagerie sophistiquée, donc avoir une échographie ou une résonance à l'époque, c'était extrêmement compliqué, donc on se limitait à l'évaluation clinique simple, dia suivante. L'évaluation qui était aussi très limitée. Donc à l'époque, on ne faisait pas, hormis dans les études, ce qu'on appelle un compte articulaire ou une évaluation, je dirais, de la clinique des malades. Il n'y avait pas de questionnaire pour les patients. Donc nous, on a élaboré tout ça de manière structurée en 2005 avec les scores d'activité de la maladie, les scores fonctionnels de l'handicap. Et donc tout, vous êtes parfaitement, je dirais, au courant que votre évaluation est basée évidemment sur des choses qui sont beaucoup plus mesurées. Alors, l'imagerie était très limitée, uniquement les radiographies, si tu viens avant, et l'évaluation, souvent, se concluait par quelque chose de très simple. Je pense que vous allez mieux, je pense que vous allez bien, je pense que vous n'allez pas bien. Donc, on était vraiment dans une évaluation extrêmement, je dirais, limitée. Alors, les traitements, ça, je pense que c'est pour moi quelque chose d'extrêmement important de rappeler la situation il y a pas 20 ans, mais il y a 30 ans, c'est qu'il n'y avait vraiment pas de grand-chose au niveau des traitements. Et je me souviens qu'en 2000, quand on a commencé à avoir les premiers traitements ciblés biologiques, j'ai vu voir des malades qui arrivaient dans des états parfois extrêmement inflammatoires et qui n'avaient plus vu un rhumatologue depuis 2 à 3 ans parce qu'ils étaient désespérés, parce qu'ils savaient qu'il n'y avait pas de traitement efficace. Et donc les malades, il y avait des traitements classiques, le méthotrexate par exemple. Mais si ça ne vous répondait pas au méthotrexate, vous aviez la cortisone. Et puis, s'il y avait des effets secondaires, ça devenait très difficile. On faisait beaucoup d'infiltrations. Donc, les infiltrations étaient recommandées. Il y avait beaucoup d'antidouleurs et de médicaments pour le confort. Je disais, donc, bon nombre de patients étaient amenés à voir un orthopédiste parce qu'il fallait remplacer un genou, il fallait opérer la main, il fallait opérer le pied parce que rien n'allait. La compliance thérapeutique était aléatoire, puisque quand un médicament ne marche pas, on n'est pas très motivé de le prendre tous les jours et on peut l'arrêter. Et puis, il y a eu cette révolution, avec évidemment des traitements ciblés, avec une meilleure compréhension de la pathologie, et ça, mes deux jeunes collègues vont vous l'expliquer. Les objectifs, à l'époque, on ne parlait pas de rémission. Donc, la rémission, c'est quelque chose de très important qui permet maintenant de rassurer évidemment, je dirais, par rapport à l'évolution et de sortir du contexte de la polyarthrite chronique évolutive. Donc maintenant, la polyarthrite est une maladie chronique, mais elle n'est plus évolutive. Il n'y avait pas d'objectif de qualité de vie. On disait, oui, essayez de faire votre possible. On parlait très peu de protection, donc on n'essayait pas d'être actif pour empêcher qu'une articulation se déforme. On ne parlait pas de maladies cardiovasculaires, on ne parlait pas de maladies pulmonaires, on ne disait pas aux malades, vous devez absolument arrêter de fumer parce que c'est très mauvais pour votre polyarthrite. Donc tout ça n'était pas abordé. Et les effets secondaires, on faisait ce qu'on peut. C'est-à-dire que, oui, il y avait beaucoup d'ostéoporose liée à la cortisone, il y avait beaucoup d'infections liées à la cortisone. Et on faisait face à ça en disant, oui, on ne faisait pas de vaccin, on n'avait pas d'éducation thérapeutique, donc il n'y avait pas une approche évidemment moderne telle qu'on l'a maintenant. Alors les complications nombreuses, surtout les infections, on négligeait les complications pulmonaires et cardiovasculaires. On avait toujours une discussion par rapport aux bénéfices-risques et la cortisone était souvent un pis-aller, comme on dit. Donc on disait, oui, vous prenez ça et malheureusement, il y a des effets secondaires. Et alors, même si on avait des médicaments plus élaborés comme le méthotrexate, qui a quand même été une très bonne révolution,
Ben, c'est un médicament qui avait une très mauvaise presse parce que le méthotrexate, si vous demandez au docteur Google, ben, on va vous dire c'est de la chimiothérapie, c'est une drogue dangereuse, ça donne plein d'effets secondaires. Et plein de médecins vont vous dire ne prenez pas ce médicament. Et alors on avait aussi des anti-inflammatoires qui restent une problématique importante, qui sont des bons médicaments en rhumatologie, mais qui donnent pas mal de complications dès l'instant où on les utilise à forte dose au niveau digestif et cardiovasculaire. Et là, l'évolution, c'est la prise en charge pluridisciplinaire. Et donc, si on a fait des progrès, c'est parce que les rhumatologues ont fait pas mal de recherche et de développement pour trouver des solutions au niveau des malades, mais on a pu aussi créer des équipes qui sont extrêmement importantes, qui sont composées du rhumatologue, mais aussi d'une infirmière coordinatrice, d'un kinésithérapeute. Il n'y avait pas ça avant. Je parlais de chirurgie. On a évité évidemment que beaucoup de malades soient adressés aux chirurgiens parce qu'on essaye de protéger les articulations. Il y avait beaucoup de conseils d'ergothérapie. On adaptait le domicile, on adaptait les choses. Et on limite évidemment la prise en charge sociale. Donc ça, c'est une chose qu'on a évidemment apportée. Alors, le soutien psychologique, à l'époque, on n'en parlait pas. Le malade devait se débrouiller tout seul. Et souvent, vous en êtes évidemment la preuve vivante, vous avez fait preuve de courage et d'abnégation par rapport à une maladie chronique, c'est qu'on passait à travers, mais il y avait très peu, je dirais, de prise en charge. Voilà, je pense que j'ai terminé. Je voulais aussi ajouter par rapport à ce que Guy a mentionné, c'est que Claire s'est fait avec un ensemble de personnes, et je tiens à remercier tout le monde qui a participé à Claire. Mais je voulais terminer en rendant hommage à deux grandes personnes qui sont Sylviane et Candice, sans qui on ne serait pas aujourd'hui ici. Merci. J'ai l'impression que l'écran s'efface au moment où je bouge. Non, ça va? Ok, je vais bouger comme ça. Donc, ouais, c'est limite. Hein. Merci Patrick et merci à tous d'être présents ici. Merci encore à tous les organisateurs de Claire, sans qui cette journée n'aurait pas eu lieu. Et vraiment, merci beaucoup pour fêter ça tous ensemble. Alors ici, je vais aborder les années fastes. C'est pour ça que ça devient coloré. Il y a des images, il y a un peu plus de bonne humeur. Ces années 2010-2020, jusqu'à quasi aujourd'hui, où je laisserai la place au docteur Barthes pour vraiment prendre toute la conséquence de l'évolution qui a eu lieu pendant ces années. Ça a été vraiment les années merveilleuses. Moi, j'ai commencé un peu ma rhumatologie à ce moment-là en tant que rhumatologue. Et donc, en revoyant encore cet exposé, vu tous les progrès énormes qu'on a fait pendant cette période. Et on a vraiment modifié la façon de voir les patients, d'entrer en contact, de collaborer avec eux, de collaborer avec les associations de patients. Et aussi grâce aux énormes progrès qu'on a eus en termes de diagnostic et en termes de thérapie. Donc pour nous, c'était vraiment un moment important. Tout ça s'est fait avec une digitalisation. Je sais que ce monde devient digital, mais c'est important aussi parce que ça nous a permis aussi de mieux vous informer, que vous vous informiez mieux. Et donc, docteur Google, ben oui, c'est un docteur, mais il faut quand même toujours avoir un esprit critique. Et donc, vous êtes ici pour ça, d'ailleurs, pour avoir plus d'informations à la source et pas par une série de data qu'on va avoir à disposition. Tous les réseaux sociaux se sont développés. Maintenant, nous sommes tous quasi amis sur Facebook. Je ne sais pas si vous êtes amis dans la vie, mais en tout cas, on a des contacts entre nous grâce à cela. Et donc, effectivement, il y a beaucoup de progrès qui ont eu lieu dans les différentes maladies et disciplines. Donc, en ce qui concerne les patients, donc diapositive suivante, eh bien, les patients, effectivement, sont toujours là, et encore plus qu'avant. Ils sont plus nombreux. Ils ne sont pas plus nombreux parce que la maladie est plus importante, mais je crois qu'on diagnostique beaucoup mieux les patients, et aussi plus précocement. Donc la chance qu'on a à cette période, c'est de pouvoir avoir des patients qui sont au début de la maladie et plus en phase terminale de leur maladie où les dégâts sont irréversibles. Et encore pendant ces années-là, on n'a aucun, jusqu'à ce jour, on n'a effectivement pas de moyen de récupérer ce qui est abîmé, mais on peut vraiment parler de prévention et d'éviter que les articulations, les poumons, les autres atteintes systémiques de nos différents systèmes se dégradent par une meilleure détection de ces pathologies, par une meilleure connaissance.
Donc les patients sont effectivement toujours dans un handicap, mais cet handicap, il est temporaire, il est lié à la poussée de la maladie et il n'est plus vraiment lié à une séquelle irréversible pour les patients que l'on voit pour la première fois. On parle aussi d'une vie quotidienne. Les patients arrivent à vivre une vie quotidienne normale. Et donc, à la différence d'il y a 20 ans, les gens, on les réinsère dans la société. Ils peuvent retravailler, ils peuvent avoir une vie familiale. On va le voir dans certaines pathologies, plus que d'autres, et une vie sociale beaucoup plus normale que la population normale. Donc, c'est un point qui devient très important pour nous. Et ça se fait grâce à l'évolution de la médecine et de la rhumatologie, mais ça se fait aussi grâce au bon vouloir des patients qui commencent à mieux collaborer, à mieux communiquer et comprennent qu'il faut s'éduquer, qu'il faut comprendre sa maladie, qu'il faut s'informer pour avoir tous les outils qu'il faut pour mieux progresser et collaborer dans ce trajet de soins qui va être long. On parle enfin de maladie chronique, mais une maladie chronique dans son ensemble. Donc c'est important aussi de parler de collaboration, d'enseignement, d'autonomisation, et on commence à parler de patients experts, les patients qui vont eux-mêmes s'éduquer pour pouvoir enseigner à leur manière leur maladie ou leurs problèmes à d'autres patients, aux étudiants en médecine par exemple, aux médecins généralistes. Donc c'est très important cette notion qui apparaît pour les patients. Et puis les associations, elles, se digitalisent aussi, elles bougent, elles collaborent, elles font des événements, elles recherchent aussi, elles s'autonomisent sur le plan financier et se professionnalisent, et elles bougent de manière physique. Et donc moi j'appelle ça les années Barry, parce que c'est des années où on a accompagné les patients, comme vous l'avez vu, en vélo à nos congrès européens chaque année. Et donc c'était une expérience, personnellement, c'était une expérience qui était très intéressante, enrichissante, émouvante aussi, de vivre au quotidien les problématiques des patients dans une activité sportive ou une activité de tous les jours. Donc c'est quelque chose qui a été très important pour nous, en tout cas, qui avons participé à ces événements. Alors les rhumatologues, eux aussi, ils ont changé, ils sont toujours aussi peu nombreux, 250 rhumatologues, c'est pas assez pour vous tous, puisque ces maladies se diagnostiquent mieux, il y a de plus en plus de diagnostics de polyarthrite, de lupus, de sclérodermie, même si ce sont des maladies rares, mais on les diagnostique mieux et donc il faut plus de personnes. Aujourd'hui, la rhumatologie, on a un schéma, un parcours qui est différent. On ne passe plus par la médecine physique, on passe vraiment par 3 ans de tronc commun de médecine interne, c'est-à-dire qu'on va tous passer en tant que rhumatologue dans les services de soins intensifs, de cardiologie, de pneumologie, avant de faire nos 3 années de spécialisation en rhumatologie. Cette spécialité s'est rallongée d'1 an par rapport à avant. Donc c'est important aussi. Et donc la féminisation, c'est peut-être le résultat de cette qualité de travail, mais on ne va pas dire que ça. Mais en tout cas, ça adoucit parfois certaines décisions. Ça permet de voir les choses aussi autrement. Et donc c'est aussi important de noter cette féminisation. Et donc je rappelle effectivement qu'il y a eu enfin une première femme après des années de présidence de la Société belge. Il y a eu enfin une première présidente de la Société royale belge de rhumatologie. Alors, la spécialité, la rhumatologie aussi, elle change aussi de vision de patients à traiter. Et ça, c'est très important et on se bat aussi pour ça, pour dire que la rhumatologie, maintenant, c'est vraiment une spécialité d'immunologie clinique où on voit des maladies articulaires inflammatoires immunitaires chroniques. Et effectivement, l'arthrose, les maladies traumatiques ou les maladies dégénératives sont des pathologies dont on s'occupe un petit peu moins, du fait de la médecine physique qui maintenant existe de façon tout à fait différente et s'occupe très bien de ces patients, beaucoup mieux que nous, qui avons aujourd'hui un potentiel thérapeutique et diagnostique beaucoup plus important pour traiter nos maladies immunitaires. Donc c'est très important que l'orientation du type de patient et de pathologie se modifie. Et donc il y a effectivement une grande attractivité pour ces maladies inflammatoires chroniques immunitaires qui font partie maintenant de principalement du type de patient qu'on voit en consultation. Les centres universitaires, eux, ils se forment un peu mieux. On a maintenant des centres bien définis universitaires qui s'occupent de ces pathologies. C'est des centres qui vont développer de la recherche académique, de la recherche pharmaceutique, des essais thérapeutiques. Et il y a même des centres qui s'identifient comme étant des centres de référence de pathologies rares au niveau national, mais aussi au niveau européen.
Donc tout ça se formalise, se spécifie, et c'est très important pour nous du fait de ces progrès diagnostiques et thérapeutiques. L'envers du décor, c'est qu'effectivement, même si ça se digitalise, de plus en plus, on a de l'administratif, on a de plus en plus de papiers à faire, on a plus de papiers à remplir. Donc ça, c'est le côté négatif de ces évolutions, mais ça reste un petit détail qui l'est pour nous, mais pour vous aussi, je pense, quand même. On a de plus en plus de papiers à faire ou de papiers à remplir par Internet. Alors, la consultation, bien, elle devient plus ciblée. Donc on développe progressivement des consultations non pas de rhumatologie, mais se développe la clinique de l'arthrite, la clinique du lupus, la clinique de la sclérodermie ou la clinique de rhumatopédiatrie. Donc les consultations deviennent un petit peu plus spécifiques, même si soumises parfois à une notion de temporalité qui diminue, puisqu'on est un peu soumis aux pressions hospitalières. On a malgré tout des consultations qui deviennent beaucoup plus spécifiques. Il y a plusieurs acteurs qui interviennent, notamment en pré-visite. Vous avez peut-être l'habitude de voir avant nous des infirmiers coordinateurs ou des infirmiers spécialistes en rhumatologie, voire des ergothérapeutes ou des kinés avant de faire notre consultation. Et c'est une consultation qui a un aspect un peu plus pluridisciplinaire par rapport aux consultations d'avant. Et on fait aussi, commence notamment avec les spondylarthropathies par exemple, des consultations multidisciplinaires avec d'autres spécialistes. On commence à faire des consultations conjointes avec des dermatologues, avec des gastro-entérologues ou des ophtalmologues pour mieux prendre en charge vos pathologies qui ont quand même des atteintes systémiques différentes. Et ça, c'est très très intéressant. On a même des bornes d'évaluation. Vous avez l'habitude maintenant, il y a des outils que vous pouvez utiliser en consultation pour avancer dans votre consultation pour les évaluations. On a moins de chirurgie, ça c'est sûr. Donc ça c'est pour nous très positif. Et il y a aussi une notion qui est très importante, c'est des consultations de transition. C'est un point très précis, mais en rhumatopédiatrie, les enfants maintenant deviennent des adolescents et des ados, des adultes, avec leurs maladies chroniques. Et c'est important de passer le pas du pédiatre vers le rhumatologue adulte. Et donc ces consultations de transition qui n'existaient pas avant maintenant se développent et apparaissent progressivement dans le panel des consultations globales de rhumatologie. Alors l'hospitalisation, en fait, elle n'existe quasi plus. On a peu de grands services de rhumatologie parce que les patients sont moins hospitalisés. Donc on est passé de 30 lits à parfois 3 à 4, maximum 10 patients dans une unité d'hospitalisation. Elles se font plus rares, plus courtes, et elles sont surtout liées soit à des grosses poussées vos maladies, notamment dans le lupus par exemple, c'est quasi difficile d'éviter une hospitalisation, mais elles le sont aussi surtout par les complications, mais cette fois plus des médicaments qu'on administre. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui change dans l'envers des hospitalisations. L'hospitalisation, elle devient ambulatoire. Vous connaissez tous la one day, l'hospitalisation de jour. On raccourcit ces hospitalisations de jour pour que le patient puisse recevoir juste son traitement intraveineux, sa perfusion, faire une évaluation ou faire certains actes comme des biopsies. Et c'est très très court, c'est un ambulatoire. Donc tout ça se développe progressivement. La revalidation, les services de revalidation se développent pour justement quand les patients sont face à des complications physiques, eh bien de bien revalider et de bouger, c'est très important pour les complications qu'on n'a pas pu éviter ou pour prévenir les complications. Le service social devient ambulatoire aussi, il y a une grande aide. Et avec toujours, moi je mets toujours une petite touche négative à la fin de mes diapos, mais c'est important aussi, c'est que progressivement, on va être confronté aussi au déficit budgétaire et on commence dans les années 10-2020 à parler des déficits hospitaliers. Donc c'est quelque chose qu'on doit aussi tenir en compte pour la prise en charge de nos patients. Alors le diagnostic, il devient plus facile. Il se veut plus précoce. On parle de diagnostic précoce, on revoit les critères de diagnostic, on se met ensemble et vous voyez que même on réunit des associations,
nos équivalences, nos grandes sociétés savantes européennes et internationales commencent à se mettre ensemble pour revoir les critères diagnostiques de nos patients, non pas pour être certain que le patient a la maladie en soi, mais c'est surtout de savoir quand est-ce qu'il faut traiter. Et donc il y a une notion de traitement précoce qui arrive, et donc on redéfinit les critères surtout pour essayer de dépister les patients qu'on doit traiter le plus vite possible et le mieux possible, parce qu'arrivent aussi des nouveaux médicaments, et donc c'est important pour nous de revoir un petit peu, et on peut se permettre maintenant d'essayer de dépister précocement les complications ou les gravités de la maladie. Il n'y a toujours malheureusement pas de guérison, mais c'est quelque chose qui se travaille maintenant, et on a beaucoup de recherches là-dessus pour vous aider dans le futur. Et tout ça se fait grâce à l'information et la prévention. Donc on fait mieux connaître la maladie, ça aussi. Donc pour pouvoir diagnostiquer, il faut faire connaître ces maladies. C'est pour ça qu'on est ici. Et donc on a fait beaucoup d'exposés et d'informations aux médecins généralistes, aux autres spécialités, à vous, pour mieux faire connaître, pour mieux dépister les maladies au début. Et donc c'est très important, toute cette collaboration, cette information. CAP 48, vous connaissez peut-être, nous a aidé à réaliser de la recherche, notamment pour avancer dans le diagnostic précoce de ces pathologies. Les nouveaux critères donc arrivent, des critères qui sont des critères de classification, des critères de diagnostic, et tout ça sur l'influence de sociétés savantes internationales. Et puis il y a un développement important, là c'est quelque chose qui explose dans cette période, dans les outils diagnostiques. On découvre des nouveaux auto-anticorps qui nous aident pour distinguer les polyarthrites, pour distinguer des lupus, pour distinguer des dermatomyosites. Tout ça c'est très important sur le plan sanguin, mais l'imagerie aussi se développe avec aujourd'hui la radio que vous connaissez tous, mais l'échographie qui a vraiment fait une bonne aide diagnostique et aussi de suivi de patients, l'imagerie par résonance qui s'est développée, qui nous a permis de pouvoir voir les érosions précoces, même si elles sont encore difficiles à réaliser aujourd'hui. Les biopsies aussi se développent, on fait plus facilement des biopsies rénales. Il y a toute une révolution dans la polyarthrite avec l'utilité des biopsies synoviales, donc des biopsies de vos articulations. Ça reste encore aujourd'hui d'un point de vue très fondamental, donc de recherche, mais c'est quelque chose qui va beaucoup nous aider par la suite, probablement dans le futur, pour nous prédire ou nous aider dans l'utilité et le schéma thérapeutique que l'on va faire. Et donc, tous ces outils diagnostiques font l'objet aussi de nombreuses recherches. Ces recherches doivent être financées. Et donc, même chose aussi, on fait beaucoup d'informations pour nous aider à financer la recherche. L'évaluation, elle se définit. Comment est-ce qu'on va évaluer le patient ? Eh bien, effectivement, on ne va pas dire ça va mieux aujourd'hui, ça ira mieux demain. On va commencer à parler de chiffres, de scores d'activité, de scores de sévérité et de scores de traitement ou de réponse thérapeutique. Donc, quand on développe des scores pour dire qu'un médicament est efficace, ce n'est pas uniquement sur votre bien senti, mais c'est aussi sur des scores qu'on élabore à l'issue de votre visite, de vos résultats sanguins ou de l'évolution ou du bien-être global. On met en place aussi des visites beaucoup plus strictes tous les 3 mois, des visites semestrielles pour essayer de bien vous suivre correctement et de trouver le moment qu'il faut pour changer de traitement si c'est nécessaire. Donc on instaure progressivement des visites qui sont beaucoup plus définies, avec un rythme régulier, pour pouvoir détecter comment ça va, comment éventuellement si votre maladie échappe potentiellement, et on contrôle aussi l'évolution de votre maladie par les outils diagnostiques qu'on a à disposition pour traquer les choses potentiellement que vous ne sentez pas, mais nous qu'on peut voir comme étant péjoratives ou pas bonnes, ou au contraire excellentes dans votre suivi. On va surtout travailler sur la prévention des complications de votre maladie et des traitements. Donc il y a effectivement des programmes de vaccination qui se mettent en place, des programmes de prévention par rapport aux médicaments. Et puis aussi, il ne faut pas l'oublier, la Société belge de rhumatologie travaille aussi pour valider et valoriser la consultation, mais aussi pour vous aider dans le remboursement de certaines consultations. Donc on a obtenu le fameux K55 pour faire des remboursements d'évaluation de consultation que vous avez et qui vous coûte
qui ne vous coûte quasi rien. Ensuite, les traitements, là, c'est l'explosion. Là, on nage dans le bonheur. On arrive du méthotrexate avec un anti-TNF, on arrive à une série de biothérapies et des thérapies que l'on va dire ciblées, c'est-à-dire qu'elles vont être ciblant quelque chose de très spécifique qui s'exprime un peu plus chez vous. Et donc, on va essayer de bloquer ça avec des outils thérapeutiques beaucoup plus nombreux. On a un choix thérapeutique avec une efficacité de ces médicaments qui est rapide, même s'il y a des complications qu'on connaît bien, qu'on va surveiller. Et ces médicaments vont vraiment révolutionner l'évolution de votre maladie. Donc ça a été pour nous quelque chose de très utile et on a été ravis, et c'est pour ça que cette spécialité devient vraiment intéressante, parce qu'on peut maintenant vraiment soigner les patients et empêcher leur évolution. On parle de traitement d'attaque quand il y a des poussées, de traitement fond pour entretenir. Donc il y a des distinctions, il y a des schémas thérapeutiques qui se mettent en place. Les recommandations thérapeutiques, elles deviennent internationales. Ce n'est pas nous qui les inventons. Elles sont écrites, elles sont publiées. Et il y a un point très important quand vous regardez toutes ces recommandations thérapeutiques, c'est le choix du patient. Vous êtes les premiers acteurs de votre traitement. Ça, c'est quelque chose qui est nouveau et qui fait partie maintenant, aujourd'hui, de notre vision des traitements. C'est que vous devez nous donner aussi votre avis sur ce que vous voulez prendre et comment. Mais il faudra aussi travailler l'adhérence. Donc ça, c'est autre chose. C'est qu'une fois que le traitement est mis en place, quand on est mieux, c'est difficile de continuer son traitement. On doit bien travailler l'adhérence thérapeutique. Gardez votre traitement, c'est important, c'est pour ça que vous êtes bien. Et la compliance par rapport à la prise de ces médicaments, puisque arrive cette notion de maladie chronique, même au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, ça se définit. Il y a un trajet de soins, il y a un long parcours à faire ensemble, donc cette notion est importante. Les thérapies ciblées ont été explosives, elles ont eu un coût financier très très important. Grâce à l'arrivée des génériques de ces biothérapies, on a ce qu'on appelle les bioséminaires, ça a permis de bien réduire le prix des médicaments initiaux, et donc ça c'est quelque chose qui est important pour vous aussi. Et puis ça c'est un détail, mais pour nous c'est aussi des outils digitaux qui nous aident à obtenir le remboursement de vos médicaments quasi à la consultation. C'est le moteur de travail Tardis ou Bicivar, c'est qui nous permettent d'avoir des accès très rapides à vos médicaments sans attendre les 4000 lettres qu'on doit faire à la mutuelle avant d'avoir l'autorisation. Les objectifs, mais ils sont différents et ils sont précis. On veut la rémission clinique, on veut que vous soyez bien, et on veut que votre maladie ne soit pas active. Il faut redéfinir ce que c'est que la rémission clinique. On améliore la qualité de vie. Votre vie normale est essentielle pour nous. On prévient tant qu'on peut l'évolution ou les poussées, les complications. On surveille ces poussées et on peut commencer à parler de comorbidité. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes en chemin d'une situation très stable dans votre maladie, on va commencer à penser potentiellement aux complications cardiovasculaires, à l'obésité, au diabète. C'est des choses qui sont maintenant, qui font un peu partie. On commence à développer ça aux consultations et on recherche aussi les atteintes systémiques, c'est-à-dire les atteintes pulmonaires, comme M. Duré l'a dit, quand on est tabagique, quand on continue le tabac. Arrêter le tabac, c'est important, mais aussi suivre l'évolution de vos poumons. Donc, il y a des aspects plurisystémiques qui se mettent en place. L'éducation thérapeutique, on en a parlé, mais là, ça arrive vraiment. C'est-à-dire, c'est ce qu'on fait ici, c'est qu'on vous éduque et vous vous éduquez. L'empowerment du patient, la place du patient au sein de son traitement et de son trajet de soins, c'est important. Le patient devient acteur aussi de sa pathologie. On poursuit aussi le développement de nouvelles thérapies parce que là, on est un petit peu perdu parce que finalement, on ne sait pas très bien donner quel médicament, à quel moment, pour quel patient. Ça reste quelque chose qui devient un sujet nouveau pour nous et donc on met en place des discussions par rapport à ça. Et ça, j'espère que Charlotte nous en parlera un petit peu. En tout cas, les complications, elles sont surtout préventives. Elles sont prises en charge dans les services de revalidation. On met en place l'exercice physique, hyper important. Avant, on disait aux gens, restez dans votre lit, c'est important. La maladie, elle étant poussée, vous n'avez rien à faire. Aujourd'hui, on vous pousse à faire du sport. On vous rappelle que c'est important de marcher, de bouger. L'exercice physique est vraiment très important. L'éducation du patient pour les reconnaître toutes ces complications, c'est aussi un point
important. Et les complications que l'on voit, elles sont surtout liées soit à des patients qui ont des traitements inadéquats, parce que échappement par rapport au suivi classique, soit c'est des complications que l'on connaît bien avec les biothérapies, qui, comme vous le savez, tous les médicaments ont des effets efficaces, mais ils ont aussi des effets secondaires, et donc il faut les suivre et il faut les connaître. La chirurgie, elle devient, je dirais, précoce et plutôt esthétique, elle devient correctrice, on fait encore appel aux chirurgiens, mais vraiment quand on ne sait plus quoi faire, ou quand il faut améliorer une fonction, ou quand il faut rendre plus beau quelque chose, donc c'est plutôt dans cette version-là qu'on a affaire aux chirurgiens. On prévient les comorbidités, on prend en charge les patients psychologiquement aussi, parce qu'on se rend compte que le psychologique joue un rôle important. Le burn-out aujourd'hui est quelque chose d'important. La notion d'âme et de conscience et de santé mentale devient primordiale dans la prise en charge, donc c'est aussi quelque chose qui fait partie maintenant de notre quotidien. Un petit point important aussi, c'est un point d'espoir. Donc ça, c'est la photo d'après. C'est que nos patientes qui avant ne pouvaient pas être enceintes ou ne pouvaient pas avoir d'enfants, ou des patients malades eux-mêmes ne pouvaient pas imaginer avoir des enfants, mais progressivement, on voit nos grossesses, nos premiers enfants lupiques arriver, nos premiers patients réussir leurs études et nos premiers patients en rhumato-pédiatrie devenir des adultes, certes, peut-être très invalidés, mais en tout cas avec une faculté intellectuelle qui est conservée, qui a été motivée, et qui sont des adultes qui ont fait des études universitaires et qui sont des personnes qui travaillent comme vous et moi avec leur handicap. Et la prise en charge, elle devient pluridisciplinaire. On a maintenant plusieurs acteurs dans les consultes ou dans les prises en charge. Il y a le rhumatologue, il y a le patient, mais on fait maintenant intervenir l'infirmier en rhumatologie qui nous aide, d'autres paramédicaux comme la kiné ou les ergothérapeutes. Et puis, on fait parfois des consultations avec des généralistes ou avec des spécialistes pour intégrer la prise en charge qui doit être sur le patient n'est plus qu'une maladie rhumatologique, mais une maladie globale. Et donc, c'est important de faire intervenir différents acteurs. Les consultations de transition se développent, donc ça, c'est aussi quelque chose qui est importante. Et puis, il y a des discussions maintenant qui se mettent en place ensemble pour décider soit d'une attitude diagnostique, soit d'une attitude thérapeutique. Maintenant, on discute avec les gastro-entérologues ou les dermatologues pour le choix d'une molécule par rapport à une autre, et en discutant avec vous. Donc c'est quelque chose qui a été très positif. Moi, j'ai adoré ces années-là. Donc j'espère que, je ne sais pas si certains d'entre vous les ont vécues, mais j'ai trouvé que c'était les plus belles années de la rhumatologie, et je pense qu'elle nous en réserve encore d'autres. Donc je vais laisser la parole au docteur Barthes, Charlotte, qui est une jeune rhumato de 2 ans, je pense. C'est ça, hein, tu as terminé il y a 2 ans, Charlotte. Et donc ça, c'est chouette aussi de voir le relais. Et je peux maintenant commencer à parler de relais. J'étais la jeune rhumato, mais je suis là. Voilà, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Charlotte Barthes, je suis rhumatologue, comme l'a dit le professeur Badeau, depuis 2 ans déjà. Je voulais d'abord remercier les organisateurs de Claire d'avoir pensé à moi pour cette présentation et les remercier d'avoir rendu cette journée possible. Donc moi, je vais juste ici, beaucoup de choses ont déjà été dites par le professeur Duré et le professeur Badeau. Moi, je vais surtout vous parler un peu de mon regard de jeune rhumatologue sur la rhumatologie d'aujourd'hui. Donc, on peut passer la dia. Merci. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est le plus intéressant pour cette journée, c'est vous, les patients. Aujourd'hui, en rhumatologie, on a la chance que, comme les maladies sont mieux connues, mieux décrites, les médecins généralistes sont mieux informés, les patients sont plus rapidement orientés vers la consultation de rhumatologie, et on a la chance de voir les patients au début de leur maladie, quand les signes sont encore assez précoces. On sait aussi que, on en a largement parlé, aujourd'hui, on a beaucoup de solutions au niveau thérapeutique. En rhumatologie, on peut dire qu'on a la chance d'avoir l'embarras du choix au niveau des médicaments, ce qui est une chance, et également ce qui complexifie la prise en charge de la maladie.
On sait aussi qu'aujourd'hui, on a une nette amélioration de la qualité de vie des patients, mais grâce à toutes ces thérapeutiques et également au fait que les prises en charge soient optimalisées, plus rapides et que les patients soient plus rapidement orientés vers la consultation de rhumatologie. Aujourd'hui, ce qui est vraiment important, c'est que grâce à ces nouvelles thérapeutiques, on peut apporter ou proposer une prise en charge qui est vraiment personnalisée pour chaque patient, proposer pour chaque pathologie et surtout pour chaque patient spécifiquement les traitements qui sont les plus adaptés. Vous savez qu'il existe des traitements qui se donnent par la bouche, des traitements qui se donnent en IV, donc par la veine, des traitements qui se donnent en injection et donc en fonction du patient, de ses spécificités et aussi de ses préférences, on peut discuter de la voie d'administration pour un meilleur confort de vie. Évidemment, les associations de patients aujourd'hui ont encore un rôle extrêmement important pour tout ce qui est information des patients, mais également de l'entourage. On parlait de la rhumatologie pédiatrique, de l'information, par exemple, pour les enfants de l'école, de l'entourage, des petits camarades de classe pour les enfants qui ont des atteintes d'arthrite juvénile, ce genre de choses. Donc ici, je voulais mettre une image, ça passe pas super bien, mais ça permet de vous montrer aussi qu'aujourd'hui, on a la chance que des polyarthrites déformantes, les patients qu'on rencontre aujourd'hui en consultation et qui développent de la polyarthrite, par exemple, n'évolueront plus vers des stades aussi avancés. Et ça, c'est vraiment la chance qu'on a grâce aux thérapeutiques dont on dispose aujourd'hui. Donc les rhumatologues aujourd'hui, on en a déjà parlé, hein, ils sont toujours trop peu nombreux et c'est vrai que la population est assez vieillissante. Maintenant, c'est vrai qu'il y a tout doucement un nouvel essor et les jeunes sont de plus en plus, je pense, intéressés par cette spécialisation, aussi parce qu'on a différentes thérapeutiques qui se développent, mais également parce que les solutions diagnostiques se développent. Maintenant, on a accès à l'échographie, à la réalisation de biopsies synoviales, comme l'a décrit le professeur Badeau. Voilà, tout ça, je pense que ça donne un aspect un peu plus médico-chirurgical à la spécialité et ça permet aussi d'éveiller l'intérêt des jeunes pour cette spécialisation. Aujourd'hui, donc, la formation, elle est très clairement codifiée. Il y a également la possibilité de faire des diplômes universitaires pour se spécialiser dans différents sous-types. Par exemple, certains rhumatologues s'occupent plus de la polyarthrite, d'autres s'occupent plus de l'ostéoporose, d'autres ont des spécialités plus comme le lupus, dans les maladies inflammatoires systémiques, etc. Et donc, ça permet aussi de surspécialiser certaines parties de la rhumatologie et d'avoir une approche à nouveau qui est plus personnalisée et optimale. La féminisation de la profession, on en a parlé. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de femmes en rhumatologie, ce qui permet peut-être une approche un peu plus empathique, un peu plus de douceur dans la prise en charge. Bonjour, Monsieur Duré. Ah voilà, je suis soutenue. Donc, au niveau de la recherche, on a aussi tout ce qui est le développement d'études, des études aussi qui sont entre universités, des études qu'on dit multicentriques, donc entre différents centres, mais également des études entre différents pays, ce qui permet de mettre toutes les connaissances en commun et d'avancer de plus en plus vers des nouvelles thérapeutiques et des nouvelles options de recherche. Donc, on en a déjà parlé, hein, la consultation de rhumatologie aujourd'hui, évidemment, c'est assez variable, soit si vous voyez votre rhumatologue dans son cabinet privé ou si vous le voyez en hospitalisation. C'est vrai qu'en hospitalisation, enfin en hospitalier, on a la chance d'avoir des consultations avec souvent une infirmière qui permet de faire d'abord une première anamnèse, de vous rencontrer, d'avoir aussi une approche qui est parfois différente, qui est plus globale. En hospitalier, on a également tout ce qui est l'approche multidisciplinaire, où on a beaucoup de réunions avec nos collègues de dermatologie, de radiologie, des gastro-entérologues, pour aussi pouvoir avoir une prise en charge qui est la plus précise et la plus personnalisée, mais également la plus multidisciplinaire possible. Et le suivi est également plus régulier, comme on a déjà parlé le professeur Badeau. Donc, le professeur Badeau l'a déjà évoqué, hein, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les diagnostics sont de plus en plus codifiés. On a plus de facilité à classer les patients et également donc à pouvoir leur proposer des traitements qui sont les plus adaptés à la pathologie qu'ils présentent. L'orientation est plus rapide vers la consultation. On a des meilleurs outils. Hein, on parlait tout à l'heure, le professeur Duré parlait des anticorps qu'on peut détecter dans la prise de sang et qui permettent de faire un meilleur diagnostic. L'IRM, hein, l'imagerie, c'est également beaucoup plus développé et permet alors du coup de faire des meilleurs diagnostics et d'orienter plus facilement nos patients vers la consultation. Au niveau des thérapeutiques, on en a déjà parlé, hein, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, les voies d'administration. En fonction de chaque patient,
et de ses préférences, on peut aussi proposer différents types de traitements. Il y a certains patients qui préféreront venir plus régulièrement en consultation et avoir leur traitement en hôpital de jour. D'autres préféreront faire les injections à la maison. Et pour tout ce qui est rhumatologie pédiatrique, on a aussi des traitements qui existent en comprimé et en sirop, ce qui facilite la voie d'administration. Comme on en a déjà parlé aussi, la cortisone est beaucoup moins prescrite qu'avant parce qu'aujourd'hui, on a justement ces alternatives avec des traitements qui sont plus ciblés et qui nous permettent d'épargner cette prise de cortisone. Les nouveaux traitements, mais ça veut aussi dire des nouveaux défis, notamment pour tout ce qui est remboursement, on en a déjà parlé. Ça, c'est clair que ça s'est clairement complexifié, parce qu'il y a des traitements biologiques en fonction de la voie d'administration qui parfois nécessitent un formulaire différent, parfois c'est un formulaire papier, parfois ça doit se faire dans l'ordinateur par un logiciel. Les formulaires sont différents que si le patient a moins de 18 ans ou s'il a plus de 18 ans. Donc c'est vrai que ça c'est une complexification et que ça nécessite que nous, on se tienne informés et que de plus en plus, on reste au courant des différents modes de remboursement. L'activité physique, ça on en a déjà pas mal parlé, hein, donc on vous pousse de plus en plus à rester en forme, à faire du sport, à bouger, parce qu'on sait qu'aujourd'hui avoir une bonne masse musculaire, ça permet aussi d'avoir une meilleure qualité de vie. Tout ce qui est éducation thérapeutique, c'est aussi, ça souligne aussi l'importance des associations de patients, hein, qui permettent une meilleure information et une meilleure compréhension des maladies par les patients, aussi via les patients partenaires, qui permettent de sensibiliser les patients, mais aussi leur entourage, et qui permettent à tout l'entourage du patient, au patient lui-même, de mieux comprendre sa maladie et donc de mieux se prendre en charge. Aujourd'hui, on peut quand même dire qu'en rhumatologie, on bénéficie d'un certain soutien, non seulement par la communauté scientifique, parce qu'il y a énormément de molécules qui sont encore en cours de développement, mais comme je le disais, l'aspect psychologique et l'aspect soutien du patient dans sa démarche est de plus en plus importante et est quand même de plus en plus reconnu. Pour conclure, donc en rhumatologie, on a la chance d'avoir des traitements qui sont de plus en plus personnalisés. On a de plus en plus d'expansion au niveau des traitements qu'on peut vous proposer, mais aussi des outils diagnostiques. On a une collaboration étroite avec les patients, donc c'est vraiment une discussion pour savoir ce qui convient le mieux à chacun. Et il y a tout cet aspect multidisciplinaire où on a la possibilité de discuter avec les radiologues, les gastro-entérologues, les pneumologues en fonction des complications que peuvent présenter les patients pour avoir des prises en charge optimales. Et on peut dire aujourd'hui qu'on est mieux armé que jamais pour faire face aux défis posés par les maladies rhumatismales. Je vous remercie. Donc on va céder la parole à Olivier Malaise de l'Université de Liège. Et donc c'est toi, Olivier, et Marine, je pense. Hein, vous avez la lourde tâche d'animer le débat. On commence par la question de l'empathie et le genre, les hommes et les femmes, ou pas? Donc on va respecter la parité. On est deux. On va peut-être inviter nos trois orateurs précédents, qu'on remercie évidemment, à venir s'asseoir pour continuer la discussion. Donc voilà, je suis le docteur Olivier Malaise, je suis rhumatologue à Liège. Je vous présente le docteur Marine Mina, qui est sans doute la plus jeune rhumatologue du monde, puisqu'elle est rhumatologue depuis probablement quelques jours. Donc voilà. On va essayer pendant le temps qu'il nous reste de poursuivre un petit peu la discussion et la réflexion. Vous en participez évidemment. Avant peut-être qu'on ne vous donne le micro et que vous réfléchissiez à des questions que vous voudriez poser à nos experts. Peut-être qu'on pourrait demander à chacun quel est peut-être l'élément qu'il manque actuellement en rhumatologie en Belgique. Vous avez tous l'expérience de 30, 20 et 10 ans de travail ou d'assistanat. Qu'est-ce qu'il faudrait encore maintenant pour qu'on fasse mieux? Monsieur Duret d'abord. C'est une excellente question, Olivier. Je pense que le rêve évidemment absolu, c'est la guérison. Mais c'est un rêve évidemment qui est, je pense, impossible dans un contexte évidemment de maladie inflammatoire rhumatismale, puisqu'on est dans un problème d'immunité, donc c'est très très compliqué. Donc je pense que les objectifs, on les a vraiment bien résumés, bien définis avec cette ligne du temps. Et je pense que le terme rémission est vraiment, je dirais, l'enjeu clé. Et donc pour tous les malades qui ont un nouveau diagnostic de maladie rhumatismale inflammatoire, avoir cette rémission précoce et cette rémission long cours, c'est vraiment, je dirais, le Graal. Donc ça, je pense que c'est vraiment la tâche auquel on doit s'attacher journellement, c'est de faire en sorte qu'on ait
un maximum de patients qui sont en rémission, évidemment sans complications, sans effets secondaires. Donc le spectre, évidemment, du contrôle total de la maladie est possible. Malheureusement, l'enjeu et l'objectif, et je pense que la nouvelle génération va devoir y travailler, c'est encore de mieux comprendre tout ce qui se passe au niveau de la maladie pour essayer d'avoir, je dirais, des rémissions sans médicaments, des rémissions spontanées ou des choses qui vont faire en sorte qu'on remet le système immunitaire en face, ce qui est un enjeu extrêmement compliqué par rapport à un système qui est extrêmement complexe et qui est un puzzle à 1000 pièces. Et pour Valérie, qu'est-ce qu'il te manque aujourd'hui pour mieux soigner les patients? Qu'est-ce qu'il faudrait comme outil en plus ou comme connaissance en plus? Donc, dans la foulée, pour laisser quand même un petit peu la parole à Charlotte aussi, c'est la personnalisation. Donc, c'est vraiment pouvoir, dès le début, donc là maintenant on sait qu'on a les outils pour rentrer en rémission, mais il y a encore l'errance diagnostique qu'il y avait avant. Elle est peut-être dans l'errance thérapeutique, c'est-à-dire qu'il y a parfois des patients qu'on traite pas avec la bonne molécule et on perd un peu du temps. Donc, si on pouvait améliorer cette personnalisation. Et l'autre petit point, mais ça je pense que ce n'est pas pour elle, mais c'est peut-être avoir le soutien, puisqu'on est dans la minute politique aussi, c'est peut-être d'avoir un peu plus de soutien financier de nos politiciens pour aider nos malades, nos pathologies chroniques par rapport à toute cette prise en charge. Et là, il y a encore un gros boulot à faire, je pense, mais on y travaille aussi, donc c'est aussi votre travail pour les années futures. Et Charlotte, l'élément dont tu rêves pour dans 10 ans te dire que tu feras mieux que ce que tu ne fais maintenant? Mais je pense que beaucoup de choses ont déjà été dites. Maintenant, moi, je penserais plus avec Valérie Badeau, on voit pas mal de patients aussi qui sont très jeunes, hein, certains patients qu'on voit en consultation de pédiatrie. Ce qui manque, je pense, c'est l'optimisation de la transition de la prise en charge pédiatrique vers la prise en charge adulte. On a souvent des enfants qui sont pris d'abord en charge dans des services de pédiatrie où ils sont très coucounés, etc. Puis ils passent dans la rhumatologie adulte, ils doivent prendre leur rendez-vous eux-mêmes, il y a une autonomisation qui doit être mise en place. Et je pense qu'une amélioration de ce passage-là, de cette période de transition, ça me semblerait intéressant pour éviter d'avoir des pertes de suivi ou parfois des arrêts de traitement et du coup des pertes de chance pour certains patients. C'est ce que je pourrais ajouter, je pense. On pourrait peut-être demander à Marine, comme elle est vraiment toute jeune, qu'est-ce qui te plaît dans le métier de rhumatologue en fait? Pourquoi avoir choisi d'être rhumatologue plutôt qu'une autre spécialité parfois plus rentable ou qui te prendrait moins de temps? Pourquoi le choix du patient et de l'articulation finalement? Pour son interdisciplinarité, je pense. Donc voilà, c'est une pathologie systémique. Je pense que c'est la spécialité qui est la plus diverse. Donc oui, ça touche les articulations, mais avec nos traitements, on peut avoir des complications qui peuvent toucher tous les organes. On peut avoir un diagnostic de lupus par une insuffisance rénale. Et je trouve que ce suivi de patients tous les 3 mois, comme on disait, c'est le côté internistique et qui peut toucher. On a parlé de chirurgie, on a parlé de médecine physique, on a parlé de recherche. Voilà, pour moi, c'est la spécialité la plus holistique qui soit. Et cette démarche holistique, c'est vraiment ce qui me plaît dans ma médecine. Et si tu regardes en arrière sur les exposés des 30 dernières années, quel est l'élément qui a été le plus marquant en rhumatologie pour toi? Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné dans ce que les collègues ont raconté? Bon, même dans ma pratique, c'est-à-dire qu'il y a des chefs qui appellent les jeunes assistantes pour dire « Regardez, des mains toutes déformées », parce que maintenant, on en voit, nous, en consultation, en première... voilà. Et donc, c'est vrai que nos traitements aujourd'hui permettent... de ne plus voir ces déformations typiques qu'on voit dans des livres, qu'on voit parfois encore, bien sûr, chez certains patients qui n'ont pas eu la chance d'en profiter au moment du diagnostic. Mais donc, c'est au final, en 20 ans, on a permis un contrôle vraiment, vraiment meilleur de la maladie. Et ça, c'est plein d'espoir. Et voilà, je dirais que c'est ça. Alors c'est vrai que maintenant on est normalement, qu'on soit un ou une rhumatologue, assez formé à l'empathie avec nos patients. Monsieur Duret, il y a 30 ans c'était différent, il y avait une relation qui était peut-être moins de confiance ou plus verticale?
Comment est-ce que vous voyez un peu cette relation patient-médecin sur les 30 dernières années? La société aussi a un peu évolué, donc le fait évidemment que le docteur Google n'existait pas, ça simplifiait parfois et ça complexifiait aussi nos vies puisqu'on devait tout expliquer. Et le malade, évidemment, je dirais, était dans une relation, je dirais, assez différente. Bon, j'ai expliqué que malheureusement, j'ai commencé ma carrière avec beaucoup de malades chroniques et évolutifs. Et donc, cette situation de confiance était aussi, je dirais, très intéressante. Et donc, accompagner des malades chroniques qui sont des malades aussi très handicapés, ça avait aussi, je dirais, une notion, je dirais, de travail synergique et d'entente avec, je dirais, des patients qui connaissaient bien nos vies. Nous, on connaissait bien la vie de nos patients, on connaissait leurs enfants, on connaissait leur entourage. Donc, on accompagnait, je dirais, très au long cours, je dirais, un ensemble de malades. Évidemment, quand le malade ne va pas bien, ça posait évidemment, je dirais, beaucoup de difficultés. Et actuellement, on est devant une situation qui a quand même fortement changé. Je pense qu'on fait des grands progrès, mais le travail est encore là et je crois qu'il faut qu'on continue le travail parce que cette approche personnalisée, cette approche, je dirais, de réussite thérapeutique précoce n'est pas encore une garantie. Et donc, on voit évidemment encore beaucoup de malades qui sont encore dans des approches difficiles et avec des échecs thérapeutiques. Et je crois que l'enjeu, ce sera vraiment de continuer à avoir, je dirais, un ensemble de rhumatologues qui vont travailler ensemble, d'avoir des moyens financiers pour faire de la recherche et de continuer à développer des médicaments. Et je dis toujours, un bon médicament, c'est toujours un médicament qu'on donne au bon patient au bon moment. Et ça, c'est l'enjeu de demain. Valérie, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, c'est pour toi un plus maintenant sur les 10 dernières années ou c'est quelque chose qui te freine en consultation? Alors, c'est une excellente question parce qu'effectivement, tous ces réseaux sociaux sont, je pense, dans un premier temps très utiles pour s'informer, pour se tenir au courant, pour discuter, pour parfois partager des choses, pour donner les informations de ce qui se passe. Donc, c'est vrai qu'effectivement, c'est un outil très intéressant. Maintenant, effectivement, c'est aussi le travers de ces réseaux sociaux, c'est parfois aussi donner des informations personnelles ou vulgarisantes ou pas adéquates. Et donc, je pense que l'idée, c'est d'aller effectivement suivre des influenceurs, entre guillemets, de qualité, comme on suivrait un médecin de qualité, c'est-à-dire des gens qui ont quand même des performances et qui sont connus dans le métier et qui ont des références scientifiques correctes, mais aussi des personnes, peut-être des associations plutôt que des kidam rencontrées sur un forum. Donc tout ça, je pense que c'est beaucoup plus utile, ça nous a beaucoup aidé. On a vu, nous, avec le Covid, une explosion, une révolution digitale. Donc c'est vrai qu'on y est maintenant, on doit vivre avec ça, ça fait partie de notre quotidien. Mais comme dans tout, il faut toujours s'assurer des bonnes sources d'informations et des bonnes personnes avec qui on discute, je crois. Et toi, Charlotte, par rapport à la relation avec les patients, tu fais pas mal de pédiatrie, je pense. Il y a une spécificité à avoir des enfants. Qu'est-ce qui change vraiment? C'est plus compliqué. Je pense qu'il y a les parents qui doivent aussi rentrer en ligne de compte. Oui, en fait, c'est complètement différent. Je pense qu'on a parfois un peu tendance à penser que les enfants, c'est des adultes en taille miniature, mais tout change dans la prise en charge. Il y a aussi les maladies se développent différemment, les critères diagnostiques ne sont pas toujours les mêmes. C'est vraiment une sous-spécialité à part entière. Et évidemment, oui, il y a les parents à gérer et le stress des parents en plus pour l'avenir et la qualité de vie de leur enfant. Et ça, c'est quelque chose dont on discute dès le départ en consultation, qui est abordé très rapidement. Et la chance qu'on a aussi aujourd'hui, c'est qu'on peut plus facilement rassurer les parents sur l'avenir, notamment au niveau de tout ce qui est mobilité de leurs enfants. Marine, toi qui du coup viens de commencer, comment est-ce que tu vois la prise en charge de la polyarthrite par rapport à tous les autres organes qui peuvent être touchés? Parce que je pense qu'avant, M. Duret, il y a 30 ans, se centrait seulement sur les articulations. Toi, je suppose que quand tu vois un patient, tu ne fais plus uniquement attention à leurs doigts ou à leurs poignets? Non, je pense que ça, on est de plus en plus sensibilisés à avoir vraiment une prise en charge globale. Et parfois, c'est même la limite. On parlait beaucoup de la place de la comorbidité, des effets indésirables de nos traitements. Et donc, je pense qu'on va essayer de faire attention à l'activité physique, aux vaccins, aux prises de sang fréquentes pour s'assurer de la bonne tolérance,
Si c'est des patients fumeurs, on va essayer de faire diminuer le tabac, de l'arrêter évidemment, de vérifier la fonction respiratoire, de s'assurer qu'avec les anti-inflammatoires, le rein tienne le coup, etc. Et donc, je pense que toute la prise en charge, voilà, elle n'est pas du tout axée que sur les articulations. On va même se dire que si on a un traitement qui est immunosuppresseur, on va essayer de penser à faire voir le patient par le dermatologue une fois par an, etc. Donc, c'est des choses qui prennent du temps, mais ça fait vraiment partie de la prise en charge globale. Et je pense que maintenant, on essaye de travailler comme ça, en tout cas. Alors, il reste quelques minutes pour le débat. On va peut-être vous laisser la parole s'il y a des interventions que vous voulez faire ou des questions brûlantes que vous voulez poser sur l'avenir ou le passé de la rhumatologie. Que vous êtes jeune. Non. Je trouve que je vous félicite. Vous êtes la première que j'entends d'une spécialiste qu'on prend la personne dans sa globalité, et que souvent les personnes s'identifient à leur maladie, alors qu'on est un être humain et qu'on a des symptômes. Et souvent, on n'entend pas ça. Voilà. Merci. Merci. À Liège. On vous donnera son numéro de GSM après, rassurez-vous. Bonjour, moi j'ai une petite question. Je trouve ça merveilleux que cette fonction, enfin la rhumatologie devienne vraiment holistique. Et voilà, on voit vraiment de la part des médecins qu'il y a ce désir effectivement d'être pluridisciplinaire. Maintenant, moi, il y a quand même une petite question qui m'interpelle, c'est que dans cette pluridisciplinarité, je vais y arriver, on ne parle jamais de nutrition. Or, je pense quand même que la nutrition, c'est quand même le fondement aussi du corps humain et de son bon fonctionnement. Et donc, voilà, je voudrais demander aux jeunes médecins s'ils sont formés ou pas à la nutrition à un moment donné dans leur cursus, ou est-ce que ça fait partie de l'évolution de la rhumatologie, quel que soit le problème de santé. Charlotte, la nutrition, à part un peu de calcium pour les os, tu as d'autres éléments pour lesquels tu as été formé, ou au contraire, ça fait partie de ce qui nous manque encore au niveau de notre cursus académique? Alors, question piège, comme dit M. Duré. Non, on n'a pas de formation spécifique sur la nutrition. Maintenant, c'est sûr qu'on part du principe que chacun est sensibilisé au fait que c'est important d'avoir une alimentation équilibrée, de faire du sport, de se prendre en charge. Disons que ça fait partie un peu de la base, en particulier quand on a une maladie chronique. On sait que c'est d'autant plus important de prendre soin de soi, prendre soin de sa santé, de son bien-être physique comme mental. Et ça, c'est quelque chose qui est parfois un peu sous-estimé aussi, l'aspect psychologique. Mais non, dans notre cursus, on n'a pas de formation spécifique sur la nutrition. Ça, la réponse est non. Donc ça, ce sera un point qui probablement devrait être amélioré. Valérie, tu voulais ajouter quelque chose? Donc, ça se discute parce que en revoyant un petit peu, en préparant cette présentation, j'ai vu qu'on avait fait déjà une séance sur la nutrition dans une conférence dans le Lupus. Donc je pense qu'on en parle ici et parce que ce sont des notions qui ne sont pas encore très bien étudiées et pas très scientifiques, entre guillemets, dans le sens où, vous savez, on n'a pas de preuves scientifiques de certaines choses, donc parfois on préfère se taire plutôt que de dire des bêtises. Mais par contre, dans le futur, le microbiote est quelque chose qui passionne toutes les pathologies. Donc effectivement, aujourd'hui c'est trop tôt pour en discuter, mais probablement que ça va faire partie dans le futur de la prise en charge. Et encore une fois, on est plus dans un aspect préventif et peut-être effectivement dans le traitement en complémentarité, mais pour le moment, c'est vrai que ça n'est pas la priorité parce qu'on ne comprend pas. Donc c'est surtout pour ça. C'est une question piège, c'est un sujet important à aborder, donc on est évidemment très sensible à ça, mais je pense que vous devez quand même avoir une certaine méfiance par rapport à une médecine qu'on appelle nutritionniste, où il y a évidemment, je dirais, beaucoup d'enjeux financiers. Et donc je pense qu'il faut rester évidemment avec l'Église au milieu du village par rapport à ce qu'on connaît et ce qu'on ne connaît pas, et éviter, je dirais, certaines dérives, évidemment, je dirais, de recherche, je dirais, de causalité de la maladie par les problèmes alimentaires ou le microbiote, et donc des recherches qui sont très coûteuses, des analyses qui sont très coûteuses, et aussi des régimes qui sont parfois très coûteux et qui ne sont pas faits par des vrais spécialistes de vos maladies.
Je vous remercie. Pour avancer dans le programme, on va devoir arrêter ici le débat. Je remercie à nouveau nos orateurs et on vous remercie d'être venus. À bientôt.